Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire aujourd'hui où on va parler du halving du Bitcoin. Alors avant de commencer, ça va permettre aussi d'attendre les derniers qui se connectent. Voilà, on fait juste un test son. Si certains d'entre vous peuvent juste me dire dans la section des questions que tout fonctionne bien au niveau du son, au niveau de l'image et au niveau de la présentation. Voilà, donc comme ça nous permet d'attendre les derniers qui se connectent. Très bien. Parfait. Alors ça a l'air de jouer, donc on va tout de suite passer à la présentation. Donc comme je l'ai dit aujourd'hui, on va parler du halving Bitcoin qui va tout bientôt arriver. On va vous expliquer un petit peu ce que c'est dans les grandes lignes et puis aussi les opportunités que ça peut créer sur le marché des crypto-monnaies, pas que avec le Bitcoin. Voilà. Donc là, vous voyez, juste avant de commencer la présentation, vous avez juste un petit disclaimer. Voilà, comme d'habitude, c'est juste pour vous informer que cette présentation, elle est faite purement à titre informatif et que rien de ce qu'on va dire aujourd'hui ne constitue un conseil en placement. Donc voilà, je vous laisse le lire très rapidement, je le laisse quelques secondes encore. C'est juste qu'on est obligé de le montrer. J'en profite également, vous avez une section des questions où je vous ai demandé de me dire que le son fonctionnait bien. Ça va vous permettre aussi de nous poser des questions pendant la présentation, si vous avez des questions qui vous viennent, si vous avez des questions par rapport à ce dont on va parler aujourd'hui. N'hésitez pas à poser des questions, on y reviendra soit pendant la présentation, soit à la fin de la présentation, où on a de toute façon 5 à 10 minutes qui seront dédiées pour répondre à vos questions. Donc voilà. Avant toute chose, je vais rapidement me présenter. Donc moi, je m'appelle Marco Pereira. Je travaille chez Swissquote depuis maintenant un peu plus de 6 ans, où j'ai d'abord fait un stage de 3 ans dans plusieurs départements de la banque, ce qui m'a permis de voir en fait plusieurs domaines et comment fonctionnait la banque dans sa globalité. Et puis je travaille aujourd'hui en tant que chargé de clientèle, où je me spécialise un petit peu dans l'acquisition de nouveaux clients et dans la relation avec les clients particuliers. Et puis, j'anime chaque mois des webinaires qui sont destinés à éduquer, informer les clients, comme aujourd'hui, mais voilà, sur plusieurs sujets divers et variés. Voilà. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir notre spécialiste du jour, Carlos. Donc Carlos, si tu peux te présenter rapidement, voilà, c'est lui qui va nous montrer aujourd'hui et nous expliquer surtout le halving et puis les crypto-monnaies en général, hein, c'est un petit peu ton domaine de spécialité. Donc si tu peux nous en dire plus, Carlos. Oui, donc mon nom est Carlos Martin Moncel. J'ai débuté dans les cryptos un peu par chance, hein, comme tout le monde à l'époque, vers 2011, fin 2010, début 2011. Donc je fais partie de la communauté depuis le début. Dans ma carrière professionnelle, le parcours a été un peu distinct. J'ai commencé des études de robotique, puis j'ai changé, vu un peu comment le marché évoluait des cryptos, plutôt vers l'économie et la finance. J'ai travaillé dans l'asset management, dans le private equity, et dans tout ce qui est investissement alternatif, venture capital, and so on. Très bien. C'est parfait. Alors, J'ai oublié. oui. J'ai rejoint Swissquote il y a à peu près 2 ans, Ouais. en mai 2022. Et depuis, je suis le product manager, donc ce qui devient être un Swissquote un peu le responsable des actifs digitaux slash crypto au sein de la banque. Très bien. Alors, c'est parfait. Je te remercie, Carlos, pour cette introduction. Je vous affiche maintenant rapidement l'agenda. Donc aujourd'hui, ça va être un webinaire normalement assez court, hein. On va principalement se concentrer, comme je l'ai dit, sur le halving qui va avoir lieu dans ces prochains jours. Donc on aura d'abord une introduction. Ensuite, on va parler de l'impact du halving sur le marché. Comme j'ai dit, c'est pas uniquement lié avec le Bitcoin, mais ça va avoir un impact sur toute la structure et sur tout le marché des crypto-monnaies. Et puis enfin, je vais vous montrer comment vous pouvez traiter les crypto-monnaies chez Swissquote pour ceux d'entre vous qui ne l'avaient pas encore fait. Voilà, donc je te laisse la main, Carlos, Merci. pour ce qui est du halving, l'introduction. Donc voilà, on t'écoute. Donc, première chose, le halving de base est donc un événement au cours duquel les récompenses pour le minage de Bitcoin sont réduites à la moitié. Donc, on ne peut pas parler de halving si on ne parle pas de minage, donc, ou de mining. Désolé pour les anglicismes. Donc, qu'est-ce que c'est le mining? On va vite faire le point avant de parler de la base, on va dire, économique plutôt. Donc, le mining est tout simplement le fait de participer dans le réseau Bitcoin. Dans le réseau Bitcoin, comment on participe? C'est en mettant des ordinateurs au service du réseau, en soi-disant donnant notre capacité computationnelle
afin de donner de la sécurité au réseau. Et pour cela, on est récompensé. Donc ces récompenses, elles ont deux formes. Une forme qui est sous le nom de reward, okay, et une autre forme qui est sur le nom de fee sharing. Donc, désolé pour les anglicismes, hein, le français, c'est pas ma langue native. Donc, d'un côté, on va avoir la blockchain en soi qui va créer des nouveaux bitcoins, okay, avec une limite fixée à 21 millions. Donc, ceci existe depuis le début. Et on va avoir une quantité qui va changer au fil des années et qui va être divisée par deux au fur et à mesure jusqu'en 2140. On le verra après. Donc, ce qui est important à retenir ici, c'est que cet événement, ce halving, il a lieu tous les 210 000 blocs. Donc, qu'est-ce que c'est un bloc? C'est tout simplement une construction de différentes transactions qui est gardée dans un bloc. Et ce bloc est après storé, est enregistré dans la blockchain et reste à perpétuité. Donc, c'est 210 000 blocs comme référence, toutes les 30 minutes en moyenne. Donc, ça nous fait plus ou moins un halving tous les 4 ans. Donc, qu'est-ce qu'on voit si on voit un peu le mécanisme et le fonctionnement? Donc, quand Bitcoin a lancé, janvier 2009, ce qu'on voyait, c'est que les 210 000 premiers blocs étaient récompensés à hauteur de 50 Bitcoins par bloc. Donc, ceci, en termes de dollars, ne représentait pas grand-chose, mais le projet était un peu dans sa décence. Les gens, après, ont commencé à apporter de plus en plus de pouvoir. On le verra après. Ce pouvoir computationnel est aussi appelé hash rate dans le monde des cryptos. Et au fur et à mesure que les années se sont passées, ces récompenses sont divisées par deux. Donc, on voit, ça commence par 50, puis 25, puis 12,5, 6,25. On va passer maintenant à 3,125. On peut l'ajuster aussi par dollar value. On va voir que cette croissance est aussi exponentielle. Et une chose que vous allez remarquer, c'est qu'on met toujours prévu, parce que ces 210 000 blocs ne sont pas nécessairement mathématiquement fixés à une date. Les blocs peuvent être un peu plus grands, un peu plus petits. Ils peuvent mettre plus de 30 minutes, beaucoup moins de 30 minutes. Donc, il y a une certaine variabilité. Mais ce qui est très, très important à retenir du halving, c'est que c'est une règle écrite qui est respectée depuis la création. Et ça fait partie un peu de l'aspect philosophique de Bitcoin, de se dire cette règle implémentée en 2009 est toujours en existence, fonctionne toujours et n'a pas été éditée. C'est un peu l'argument d'immutabilité que possède la blockchain Ethereum. Ici, on peut voir un peu un calendrier qui donne suite à celui d'avant. Et on voit que plus ou moins en 2140, le reward par halving sera de 0 Bitcoin. Donc, ce qui est important à retenir, c'est que les mineurs, ils ne vont pas obtenir uniquement des récompenses avec des nouveaux bitcoins, mais ils vont aussi obtenir un pourcentage des fees, des transactions, du coût de transaction qui vont être cumulés par bloc. Okay, donc cette équation qui au début représentait près de 100% du reward va commencer à représenter de moins en moins. Okay, en fonction de l'activité et des quantités de transactions qu'on peut mettre par bloc et des frais qui sont collectés par bloc, les mineurs recevront une partie ou une autre. Donc ici, on peut voir un peu, comment on dit en français, un supply graphique dans lequel on voit que la quantité de la courbe de Bitcoin va s'aplatir jusqu'à arriver à 21 millions. On voit aussi comme le reward se divise et on a essayé de donner cette image un peu pour mieux expliquer le concept. Ce qui est important aussi de se dire, c'est que Bitcoin, à différence de, par exemple, des modèles traditionnels fiat de banque centrale, ces règles sont immutables. Elles ne changent pas. C'était écrit en 2009, ça continue à être d'actualité et ça continue à arriver. Par contre, ce qui change maintenant, et c'est ce qu'on va étudier, c'est l'impact que ce halving, que cet événement immutable a sur les marchés. Parce qu'on a un problème dans le monde de la finance traditionnelle, les choses changent, les politiques monétaires des banques centrales changent, les taux d'intérêt changent, il y a des mouvements politiques et géopolitiques qui changent, ceci crée une action dans les marchés. Le problème avec les acteurs traditionnels des finances, quand on étudie l'économie, la finance, la macroéconomie, etc., on se rend compte qu'on adapte nos modèles à ces changements de politique monétaire, par exemple, et du coup, on ajoute des discounts et des premiums, donc je ne sais pas le dire en français, discount and premiums, dans les prix des actions, dans le prix des obligations. Dans le cas du Bitcoin, c'est plus complexe puisque ça existe à perpétuité. Donc, on ne peut jamais savoir si le marché a pricé ou pas. Donc, par contre, ce qu'on peut analyser, c'est un peu ce qui s'est passé dans le passé. Donc, qu'est-ce qu'on va voir en commun à tous les halvings et qu'on verra à la fin, c'est qu'on a toujours une date de halving qui débute. On a toujours une période de reconnaissance de ce halving. Donc, les gens qui réalisent, OK, ça s'est fait et rien ne change, tout continue à fonctionner comme l'est. Donc, on va voir le 28 novembre 2012, on a passé de la récompense majeure de 50 bitcoins à 25. L'augmentation du prix a été plus ou moins 2 fois 100. Donc, on est passé de $12 en novembre 2012.
On voit là-bas l'événement de Mt. Gox, plus ou moins vers 2013. Et après, on a atteint un all-time high de 1217. Donc de mémoire, hein, et là je parle de mémoire parce que j'étais déjà dans le marché, on peut voir que Bitcoin avait même atteint 200 $, puis a brièvement corrigé brusquement. C'était dû au hack de Mt. Gox, l'un des plus gros exchanges à l'époque. Après, de deuxième halving, 9 juillet, on voit encore la réduction qui a eu lieu et on voit encore une multiplication du prix exponentielle. Là, c'était un peu le moment où Swissquote a commencé à lister, donc près de l'année 2017. On était la première banque. Et on voit comment entre juillet 2016 et décembre 2017, le prix a encore augmenté drastiquement de 647 $, dans ce cas-là, à 20 000 $ all-time high de l'époque de 2017. Et encore une fois, troisième halving, on a le même scénario. On a un prix de départ de 8 788 avec un all-time high passé, celui de 2021, donc avant celui de cette année, en 73 000, de 64 000 $ qui a été atteint. Donc encore 620% d'augmentation. Donc ce qu'on voit en commun avec tous ces prix, c'est qu'on a toujours une période de pause dans laquelle l'activité, on a une période de haute volatilité juste avant le halving. Après, on a une période de consolidation, qu'on aime beaucoup en dire en finance. On consolide les politiques monétaires, on consolide différents événements et ça donne généralement suite dans les 3 derniers halvings toujours un bull run. Il y a des halvings, on peut expliquer côté plutôt maintenant géopolitique et macroéconomique, on peut l'expliquer par la baisse de taux d'intérêt, la Covid, etc. Okay. Parfois, c'était relié, surtout les dernières fois, c'était relié plutôt au cours des actions et des obligations, donc des marchés en général. Mais maintenant, on voit que cette décorrélation initiale, maintenant, elle est de moins en moins. Après, un graphique très intéressant. Donc, comme je vous disais, le hash rate, c'est l'unité de mesure, on va dire, de puissance informatique. J'arrive pas à trouver d'autres mots pour le français. Ce qu'on voit pour Bitcoin, c'est sauf, et je ne sais pas si on peut voir la souris dans l'écran, sauf dans le rallye dans le bear market et postérieur rallye pré-halving, puis post-halving et la chute de divers exchanges, puis la Covid, puis le rallye Covid. Ce qu'on voit, c'est la seule période où on a eu un grand changement de hash rate. Celui-ci, et dans le passé, on peut le voir, on peut pas le voir, mais c'était un peu dû aux restrictions par rapport au minage en Chine, notamment parce que c'était de très grands mineurs. Ce qu'on voit qui ne change pas et qui n'est pas nécessairement aligné avec le prix depuis, c'est que le hash rate ne cesse d'augmenter. Les activités de minage sont de plus en plus convoitées par divers acteurs. Il y a même des gouvernements maintenant qui avant interdisaient le mining et qui maintenant se sont rendus compte des aspects positifs. Okay, c'est un peu niche, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, sauf s'il y a des questions par rapport à cela. Mais il y a beaucoup de gens qui commencent maintenant à s'intéresser parce que le minage peut apporter au réseau électrique. En fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le minage et les énergies renouvelables vont très bien ensemble. Parce que l'énergie renouvelable, on ne peut pas excessivement prévoir combien on va générer. Ce n'est pas du nucléaire, ce n'est pas du gasoil ou de l'oil ou du pétrole. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est prendre cet excès d'énergie et au lieu de le dissiper ou de surcharger les réseaux, on le passe dans le minage de Bitcoin, effectivement. Et après, on a trouvé plein de moyens d'utiliser l'excès de chaleur qui est livré lors de ces activités de minage pour chauffer des spas ou pour faire d'autres activités. Donc, on voit aussi un changement d'attitude par rapport à ça. Et aussi, on voit un ralliement entre le prix et le hash rate qui devient maintenant juste égaux, alors que dans les périodes de bull run antérieures, comme on a pu voir, après le halving, ce rallye excède, si on a juste les axes, si on a juste les X et Y, ça s'appelle comment? Les axes. Les axes, on peut voir qu'on peut s'attendre à vraiment beaucoup de volatilité, comme on l'a eu récemment d'ailleurs. Ici, on peut voir un peu plus en détail où on en est maintenant. Donc, on n'a pas forcément eu une grande période de consolidation. Ce qu'on a eu, c'est beaucoup plus de volatilité que dans nos antérieurs cas. Je pense que ceci est dû aussi au fait que l'économie réelle maintenant impacte de plus en plus et reliée de plus en plus. Les crypto-monnaies sont de plus en plus reliées à l'économie réelle et au reste des marchés. Et donc, on l'a vu récemment, hein, on a eu des all-time highs récents à 73, 72 000. Mais après, on a eu des fortes corrections. Maintenant, on est plus ou moins dans des supports à 61 000, les jours de très forte volatilité vers la basse. Mais on voit comment les rebonds sont toujours là. Les ETF ont beaucoup aidé pré-halving à accélérer le cours de Bitcoin.
On a eu aussi ceux de New York, mais on a aussi eu récemment ceux de Hong Kong. Donc, pré-halving, on a eu beaucoup plus d'activités que dans le passé. Donc, on va voir après le halving si on aura cette période classique de consolidation et on reste dans les prix actuels, non? On reste dans des local lows aux alentours de 62, 61 000, même un peu légèrement moins, mais toujours au-delà de 60 000. Et on voit des nouveaux all-time high bientôt. On verra, c'est vraiment une période très intéressante. Et grâce à la volatilité, on peut vraiment profiter des mouvements de marché. Il y a beaucoup d'actifs dont les taux de volatilité ont augmenté récemment, comme les obligations. Donc, on va voir aussi avec des assets alternatifs comme crypto, qui moi j'aime beaucoup dénominer comme l'asset alternatif le plus liquide de la planète. Liquide dans le sens où on peut se défaire et faire des positions vite, parce qu'on peut dire que l'immobilier peut être jusqu'à un certain point très liquide dans certaines régions, mais pas de façon uniforme. C'est clair. Donc maintenant, Marco va vous montrer un petit tutoriel. Parfait. Bah, je te remercie, Carlos, en tout cas pour ces explications. Moi, je pense que c'est très clair et puis tu as très bien résumé les impacts que ça va avoir un petit peu sur les marchés, hein, quand on regarde aussi ce qui s'est passé avant, étant donné que, comme tu l'as dit, le halving, c'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose qui s'est déjà passé et qui va continuer à se passer plus ou moins tous les 4 ans. Donc effectivement, il faudra voir dans les prochains mois si la situation reste la même que dans le passé ou si on a des changements par rapport à ce qui va se passer. Voilà, donc comme Carlos l'a dit, maintenant on va passer au tutoriel finalement sur la plateforme Swissquote. Donc je vais me rendre sur la plateforme directement. Évidemment, alors on a une connexion pour chacun d'entre vous. Donc là, ça tombe bien, je suis déjà connecté. Donc là, quand vous arrivez sur votre compte, donc vous avez l'interface générale, on va dire, de la plateforme e-trading. Quand vous êtes là-dessus, tout en haut à droite, vous avez la section Crypto Assets avec un petit symbole logo du Bitcoin. Donc ça va vous permettre d'ouvrir notre plateforme dédiée aux crypto-monnaies. Et puis là, quand vous arrivez sur cette page, tout en haut à droite, vous avez à nouveau plusieurs rubriques. Et puis si vous vous rendez sous marché, alors là, directement, vous avez la liste des crypto-monnaies qui sont proposées par Swissquote. Voilà, donc elles sont listées ici. La plupart d'entre elles sont disponibles en deux devises, donc soit le dollar, soit l'euro. Et puis, on en a certaines qui sont disponibles qu'en dollars. Voilà. Pour le Bitcoin, bon, c'est la crypto-monnaie principale, entre guillemets, donc elle est tout en haut directement. Pour placer un ordre, il vous suffit de presser sur le bouton Trade que vous avez à gauche, donc soit en dollars, soit en euros. Ça, c'est vous qui choisissez selon ce que vous avez sur le compte. Et puis là, donc en pressant sur Trade, vous avez cette fenêtre qui s'ouvre avec d'un côté le graphique. Donc là, vous pouvez analyser un petit peu ce qui s'est passé sur les 5 derniers jours, sur le dernier mois, les 3 mois, 6 mois, etc. Donc là, si ça vous intéresse de regarder la courbe. Plus haut, là, vous avez un encadré avec les prix, les volumes du côté acheteur, les volumes du côté vendeur. Mais vous avez une indication par rapport au prix, évidemment. Et plus bas, tout ce qui est par rapport au carnet d'ordre et les derniers cours payés. Sachant que comme c'est quelque chose de très traité, on a des mises à jour qui se font relativement toutes les secondes presque sur ce carnet d'ordre et ces cours payés. Pour placer un ordre, ça sera sur l'encadré que vous avez sur la droite. Donc là, vous avez plusieurs informations à renseigner pour placer un ordre. Donc là, le sens de la transaction, par défaut, ça se met sur l'achat. Vous pouvez, une fois que vous voulez vendre, sélectionner la vente lorsque vous voudrez vendre. Là, on a une indication par rapport à notre pouvoir d'achat. Donc, combien est-ce que j'ai d'argent sur le compte pour pouvoir investir? Donc là, je vois que sur ce compte, en l'occurrence, j'ai à peu près 5 000 $ à investir. Après, évidemment, c'est à vous de choisir si vous voulez investir 1000, 2000, peu importe. Ensuite, au niveau du type d'ordre, c'est là où c'est un petit peu plus intéressant finalement, où là, vous allez devoir faire un choix. Donc, vous avez plusieurs possibilités ici. Donc, un ordre limite, ça vous permet de choisir le prix limite que vous voulez payer pour acheter vos bitcoins. Donc, c'est finalement le prix maximum que vous êtes prêt à mettre. Et ça vous permet de mettre aussi des prix à la baisse. Par exemple, là, on voit que le prix du bitcoin, il est de 63 400. Moi, je trouve peut-être que c'est un petit peu haut, un petit peu trop cher. J'aimerais l'acheter à 62 500, par exemple. Là, je peux modifier le prix. Je mets 62 500.
Et dans ce cas-là, mon ordre il sera exécuté que si on atteint les 62 500 sur le marché. Autrement, mon ordre n'est pas exécuté et puis il reste en place dans le carnet d'ordre indéfiniment. Voilà, la dernière chose que vous avez à renseigner ici, c'est le volume. Donc, vous avez deux possibilités, soit le volume de Bitcoin, où là, vous pouvez mettre une fraction, par exemple 0,002. Là, on m'indique que ça fait à peu près un total de 126 $. Donc, vous pouvez comme ça adapter la fraction de Bitcoin. Ou alors, vous pouvez sélectionner ici USD, et puis là, ça va vous permettre de renseigner le montant que vous voulez investir. Donc moi, par exemple, là, j'ai vu que j'avais 5 000 $. Je ne sais pas, je choisis d'investir 300 $ sur le Bitcoin. Et puis là, le système me calcule la fraction que ça me donne. Donc ça me donnerait à peu près 0,0047 Bitcoin. Voilà, ensuite, il me suffit de passer un nouvel ordre d'achat. Là, j'ai un résumé de ce que je suis sur le point de faire. Donc voilà, on me dit que j'ai un ordre d'achat pour 0,004 Bitcoin à peu près. Le type d'ordre, c'est un ordre limite à 62 500. On me dit que je recevrai tant de Bitcoin, que le coût il est de 297 francs avec des frais de 297 $, avec des frais de 2,97 $. Donc si ça me convient, je passe l'ordre. Là, j'ai la confirmation que mon ordre a bien été placé. Et si je reviens sur le solde, je vois ici que j'ai un ordre ouvert pour le Bitcoin. Donc là, c'était un premier exemple avec un ordre limite. Là, on voit que le statut de mon ordre est ouvert parce que j'ai défini un prix à 62 500. Comme sur le marché, on est évidemment plus haut que 62 500, mon ordre ne peut pas être exécuté. Là, je vais vous montrer aussi l'exemple dans lequel vous voulez supprimer votre ordre, si vous changez d'avis ou si vous voulez simplement placer un autre ordre. Vous avez ici, je pense que vous l'avez vu, la petite corbeille pour supprimer votre ordre. Donc là, vous confirmez, ça va supprimer votre ordre. Là, vous avez le statut supprimé directement. Donc l'ordre a bien été supprimé. Là, je vais vous montrer une autre manière de traiter les crypto-monnaies et puis aussi je vais détailler les autres types d'ordres, étant donné qu'on a ajouté des nouveaux types d'ordres à la fonction des crypto-monnaies justement, avec l'ordre market qui n'était pas disponible avant et puis avec les ordres récurrents. Donc pour ce qui est des ordres récurrents, donc il va falloir passer directement par la plateforme générale. Donc là, vous avez la barre de recherche, celle que vous utilisez probablement pour faire vos recherches générales. Là, vous mettez évidemment le Bitcoin. Voilà, vous sélectionnez les cryptos actifs ensuite dans les sous-rubriques proposées. Et puis là, j'ai le Bitcoin. Bon, là, on voit que j'ai le Bitcoin Cash qui apparaît aussi. Évidemment, pour le Bitcoin, le symbole, c'est BTC. Pas faire la confusion avec le Bitcoin Cash qui est différent. Donc là, vous avez le Bitcoin. Là, de nouveau, je prends le Bitcoin en dollars. Ça, je le précise aussi. Si certains d'entre vous ont des francs suisses sur votre compte, là, vous voyez effectivement que les Bitcoins sont traitables uniquement en dollars ou en euros. C'est pas un problème. C'est-à-dire que même si vous avez les francs suisses, alors vous avez la possibilité de faire le change vous-même avant. Ça, je vais le montrer aussi rapidement, mais c'est dans l'outil des actifs. Là, vous voyez avec les boutons Buy et Sell que vous avez la possibilité de faire du change, donc de vendre par exemple vos francs suisses pour acheter des euros ou des dollars. Et si ce n'est pas le cas, si vous ne voulez pas faire le change avant, nous, on le fait quand même automatiquement. C'est-à-dire qu'on a un système de réconciliation automatique du Forex qui va détecter lorsque vous êtes en négatif en dollars, par exemple, et qui va compenser. Donc, le change va se faire automatiquement et sans frais supplémentaires. C'est-à-dire qu'on va aller prendre sur vos francs suisses pour acheter les dollars que vous aurez utilisés pour acheter vos bitcoins. Donc là, je reviens sur la fenêtre. Là, évidemment, toujours le bouton Trade pour placer un ordre. Là, c'est assez ressemblant, mais il y a quelques différences. Donc, toujours, vous avez le sens de la transaction. Là, à nouveau, vous pouvez choisir si vous voulez un nombre de parts, donc une fraction de Bitcoin, ou même si vous voulez acheter un Bitcoin, deux Bitcoins, enfin voilà, ou un montant en dollars. Donc là, pareil, je vais reprendre à peu près pour 500 $ de Bitcoin. Et c'est au niveau du type d'ordre que ça va changer. Donc là, vous le voyez, vous avez 4 types d'ordres différents. L'ordre limite, c'est ce que j'ai expliqué avant, où vous choisissez vous-même le prix auquel vous voulez être exécuté, entre guillemets le prix maximum que vous êtes prêt à mettre pour acheter vos bitcoins. L'ordre market, vous n'avez pas de prix à mentionner. C'est-à-dire que là, avec l'ordre market, ce qui se passe, c'est que vous allez être exécuté au prix du marché. Donc là, on le voit, le prix du marché. Nous, en tant qu'acheteurs, on doit regarder ce que les vendeurs proposent. Donc là, les vendeurs, ils proposent de vendre le Bitcoin à 63 401.
On voit qu'il y a très peu de différence avec le côté des acheteurs, mais ça voudrait dire que si je place mon ordre immédiatement maintenant, j'aurai un prix d'exécution qui est de 63 400 ou à peu près. On voit que ça bouge constamment, on voit que c'est passé de 64 401 à 63 300. Donc, entre le moment où je valide mon ordre et le moment où il est exécuté, même s'il y a une fraction de seconde, il peut y avoir une légère différence par rapport à ce que je vois en ce moment. Mais je vais placer l'ordre pour vous montrer l'exemple. Avant ça, bon, vous avez l'ordre stop limit. Là, je ne vais pas l'expliquer en détail, mais c'est un ordre un peu plus stratégique. C'est un ordre qui est plus utilisé à la vente pour vous protéger en fait de la baisse. Donc, on voit par exemple, imaginons que vous achetiez vos bitcoins aujourd'hui à 63 000. Vous voulez vous protéger de la baisse, c'est-à-dire que, imaginons, vous vous dites, voilà, si le Bitcoin atteint, je dis n'importe quoi, 59 000, vous voulez vendre parce que vous ne voulez pas être exposé à une baisse supplémentaire. Donc là, vous avez la possibilité de mettre un stop limit à 58 000. Et dans ce cas, si le cours du Bitcoin, je ne sais pas, il y a un événement qui fait que ça perd tant en peu de temps ou que ça arrive à 58 000, vous ne prenez pas de risque d'être impacté pour une baisse supplémentaire et ça sera vendu à 58 000. Donc là, effectivement, vous faites une perte, mais ça vous évite, comme je l'ai dit encore une fois, d'être exposé à une baisse supplémentaire sur le Bitcoin. Pour ce qui est du dernier type d'ordre qu'on a ajouté, c'est ce qu'on appelle les ordres récurrents. Donc là, avec l'ordre recurring ici en anglais, vous avez la possibilité d'investir une certaine somme à une certaine fréquence sur le Bitcoin. Donc là, ça sera toujours fait au prix du marché, donc à la date sélectionnée. Par exemple, là, moi, je vais sélectionner, alors vous avez soit un ordre journalier, hebdomadaire, toutes les 2 semaines ou mensuel. Là, vous pouvez par exemple sélectionner un ordre récurrent mensuel. Là, vous sélectionnez le montant que vous voulez investir. Donc là, je vais laisser 500. Donc là, ça voudrait dire qu'à partir du 17 avril, demain, chaque mois, donc chaque 17 du mois, j'aurai un ordre pour un achat de 500 $ de Bitcoin qui sera placé et qui sera effectué sur le compte. Donc ça, c'est une fonction qui a été énormément demandée, qu'on vient tout juste de mettre en place il y a quelques jours. Donc, ceux que ça intéresse, voilà, vous avez cette possibilité aussi d'investir une certaine somme à une certaine fréquence que vous pouvez définir. Là, à nouveau pour l'exemple, je vais reprendre l'ordre market et je vais placer l'ordre juste pour vous montrer comment ça se passe. Donc là, j'ai toujours mes informations. Donc un achat de 500 $, le prix du marché me convient, 63 500, ça me va très bien. Là, j'ai un résumé, donc montant total de 530 $ avec des frais de 5,24. Je prépare l'ordre. Là, j'ai de nouveau j'ai un message qui me résume. Et là, vous avez un message d'attention qui vous explique que vous n'avez pas suffisamment de fonds sur le compte. Ça, comme je l'ai dit, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que sur ce compte, je n'ai pas suffisamment de dollars pour que mon ordre soit pris en compte. En tout cas, pour que les dollars que j'ai sur le compte suffisent à couvrir l'ordre total. Donc là, ce message, il est juste à titre préventif. Moi, je peux quand même placer l'ordre. Et comme je l'ai dit, l'ordre sera automatiquement, donc l'ordre de change. Là, on verra, je vais le placer, je pense que ça sera plus parlant. Voilà, donc là, j'ai placé mon ordre. Si je reviens, normalement, ça se met à jour au niveau des espèces. Donc là, j'avais 500 $. Effectivement, ça n'a pas suffi. Donc, voilà, mon ordre, il m'a coûté un petit peu plus que 500 $. Donc maintenant, je suis en négatif de 4,80 $ sur le compte. Ce qui va se passer, c'est que ce soir, le système va détecter que je suis en négatif et il va effectuer un change. Donc, il va prélever sur mes francs suisses ici pour couvrir le négatif que j'ai en dollars. Donc, ça se fait automatiquement si vous ne l'avez pas fait vous-même avant. Voilà, donc pour ce qui était de la présentation sur la plateforme, j'espère que c'était suffisamment clair. On va maintenant revenir sur la présentation ici. On va passer à la session des questions. J'ai vu qu'on a eu quelques questions pendant qu'on discutait. Donc là, pour certains points, évidemment, je pense que Carlos, on va te demander de réagir. Alors là, je vois plusieurs questions. Alors, on a Ed, par exemple, qui nous demande quel est le cours entre le lien du BTC avec les autres cryptos? Y a-t-il un lien? BTC monte, alors les autres aussi. Voilà. Sans entrer trop dans les détails, évidemment, il y a une corrélation entre ce que fait le Bitcoin et l'impact sur les autres crypto-monnaies. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu, aussi un petit peu ton avis peut-être par rapport à cette question? Donc, Bitcoin,
ce qu'il faut retenir, c'est que, et je donne des chiffres exacts, aujourd'hui a une dominance, c'est-à-dire qu'il représente 54,1% du marché. Donc c'est quand même, c'est comme si on aurait un indice boursier et 54% de l'indice est composé d'une seule action. Donc évidemment, il y a beaucoup de corrélations très souvent entre Bitcoin et le reste. C'est notamment Bitcoin qui va déplacer le reste. Après, ce qu'il faut analyser, c'est la différence entre ce taux de dominance de Bitcoin, soit disons le market cap de Bitcoin divisé par tout le market cap des cryptos. Il faut voir un peu son évolution. Parce que c'est là où on va se rendre compte s'il y a de l'argent qui rentre dans l'écosystème ou de l'argent qui se répartit. Parce que si on a un market cap crypto en général qui reste stable, mais une dominance du Bitcoin qui devient de plus en plus importante, donc c'est ce qu'on a vu ces dernières semaines, passer je crois de 51, 52 à 54, ce qu'on voit c'est que en fait le market cap crypto est stable et il y a beaucoup de gens qui ont passé de coins qu'on va dire secondaires, donc qui ne sont pas Bitcoin ou Ether, on peut peut-être le mettre aussi, et ils passent vers le Bitcoin pour s'anticiper au halving par exemple. Et ça, c'est aussi très connecté avec une autre question que j'ai vue, dans laquelle on parlait, bon, mais du coup, quelle est cette conséquence du halving par rapport au reste? Ben, on peut parler, comme on parle dans les marchés financiers, de dérisque, donc de dérisquement des investissements, et on va dans des actifs plus sûrs. Bitcoin étant le dominant, étant le plus ancien, donne un certain aspect de sécurité, de stabilité par rapport au reste. On ne va pas voir normalement, sauf dans des événements majeurs, on ne voit pas Bitcoin se déplacer au-delà de 15-20% dans une journée, alors que, par exemple, là, récemment, on avait plein de meme coins qui prenaient la tête à plusieurs milliards de valorisation chacune, et maintenant, ben, ils chutent de 30 à 60% en une seule journée. Donc ça peut expliquer en grande partie cela. Donc, ce qu'il faut toujours analyser, c'est le total market cap de l'univers crypto, la dominance de Bitcoin par rapport à cela, et en analysant ces flux, on peut plus ou moins voir si c'est vraiment des nouveaux investissements, donc qui viennent des marchés traditionnels vers la crypto, si c'est des mouvements de la crypto vers les marchés traditionnels. Okay. Un troisième et dernier indicateur qui peut nous aider à suivre un peu tout ce qui est l'univers crypto, c'est la market cap des stablecoins. Donc là, on va regarder deux de référence, donc une qui a récemment été listée chez Swissquote qui est USDT, donc Tether, et une deuxième qui est USDC qui est aussi disponible dans notre plateforme. En analysant la quantité de USDT, USDC qu'il y a en circulation, on peut aussi voir s'il y a des flux vers des actifs de risque, donc des actifs qui ont un prix mouvementé, volatile, Bitcoin et tout le reste, ou si on repart vers des stablecoins pour plus de sécurité et à l'attente de nouvelles opportunités. Donc ça, c'est un peu le macro des cryptos. D'accord. Okay, donc le halving impose du mouvement sur le Bitcoin parce que renforce l'aspect philosophique, on va dire, de l'immutabilité. Et du coup, on peut voir, comme on le voit aujourd'hui, une augmentation de la dominance, mais peut-être le global market cap baisse. Donc, tout dépend. Oui, exactement. Moi, je te remercie, Carlos. J'espère que ça a répondu à la question, mais je pense que c'était suffisamment clair. On va prendre encore deux, trois questions. Là, j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions par rapport aux frais. Est-ce qu'ils dépendaient des ordres ou est-ce que ce sont toujours les mêmes? Pour ce qui est des frais, alors, c'est toujours les mêmes, peu importe l'ordre que vous allez placer, que ce soit un ordre market, limite ou autre, c'est toujours les mêmes frais, mais ça va dépendre en fait du montant de la transaction. C'est-à-dire que pour une transaction entre, alors bon, il faut savoir que les ordres sur crypto-monnaie, c'est 10 $ le minimum, en tout cas pour le Bitcoin. Donc pour une transaction entre 10 $ et 10 000 $, vous serez à 1% de frais. Après, on a une autre tranche qui est la tranche entre 10 000 et 50 000 $ où vous êtes à 0,75% de frais, donc du montant investi. Et puis les ordres qui vont au-delà de 50 000 pour une transaction, là, vous êtes à des frais de 0,5% pour la transaction. Donc, on l'a vu tout à l'heure, j'ai placé un ordre de 500 $ sur le Bitcoin, j'avais des frais de 5 $. Voilà. Et puis, à savoir que les frais s'appliquent à l'achat et à la vente, donc à chaque transaction, finalement, les frais s'appliquent. Donc, voilà. Pour ce qui est des questions suivantes, alors là j'ai une autre question de Danet qui nous demande s'il est possible de transférer ses avoirs sur un ledger directement depuis Swissquote ou inversement.
Donc là, je ne sais pas si tu veux répondre, Carlos, mais effectivement, c'est possible de transférer. Alors, il y a des règles assez strictes, hein. On reste quand même une banque, donc on n'est pas non plus une plateforme spécialisée dans les crypto-monnaies où vous pouvez finalement recevoir, transférer à qui vous voulez, de n'importe quelle plateforme finalement. On a des règles qui sont assez strictes au niveau des transferts, c'est-à-dire que vous pouvez envoyer et recevoir des crypto-monnaies que depuis un compte à votre nom. Donc, vous ne pouvez pas recevoir des crypto-monnaies d'une personne tierce. Vous ne pouvez pas non plus envoyer des crypto-monnaies à une personne tierce. Il faut savoir qu'au niveau des plateformes d'échange, on accepte de recevoir des crypto-monnaies que de quelques-unes d'entre elles, hein. On en a 5 ou 6 où on a, entre guillemets, une sorte de partenariat desquels on peut recevoir les crypto-monnaies. Et puis, il faut savoir que pas toutes les crypto-monnaies, pour l'instant, sont transférables chez Swissquote. Donc, on a les principales, celles qui utilisent aussi le système ERC20 principalement, qui sont disponibles à transférer. Par rapport à ça, bon, je vais pas détailler, je vais pas entrer dans les détails pour toutes les plateformes qui sont disponibles, pour toutes les crypto-monnaies qu'on peut transférer. Ces détails-là sont disponibles sur notre site internet. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous avez aussi la possibilité de nous contacter pour qu'on vous explique un petit peu le fonctionnement et le processus pour transférer des crypto-monnaies. Là, si je reviens juste sur la plateforme rapidement, je vous montre où ça se trouve sur la plateforme. Comme ça, au moins, vous avez le détail. Donc là, si je reviens dans la partie crypto assets, là, vous avez justement la petite case dépôt-retrait. Donc, quand vous êtes dans le solde, vous pressez la case dépôt-retrait et puis là, vous avez le choix, donc soit faire un dépôt, soit faire un retrait, soit whitelister vos adresses. Donc, le whitelisting d'adresses, c'est quelque chose d'obligatoire lorsque vous voulez faire un retrait. C'est-à-dire qu'il faut au préalable enregistrer le wallet sur lequel vous allez vouloir faire un retrait. Dans le cas d'un ledger, il faut d'abord que vous enregistriez votre ledger, donc l'adresse de votre ledger, pour ensuite pouvoir faire un retrait vers ce ledger. Pardon. Et l'enregistrement de votre ledger, il se fait par une microtransaction qu'on appelle justement le whitelisting. On vous demande d'envoyer une toute petite part de crypto-monnaie depuis votre ledger vers Swissquote afin qu'on puisse enregistrer l'adresse de votre ledger et que vous puissiez ensuite effectuer des retraits. Mais là, vous avez tous les détails, encore une fois, sur cette partie-là. Donc, si ça vous intéresse, que ce soit au niveau des dépôts ou des retraits, vous aurez ici les détails par rapport à ça. Voilà. Oui, c'est notamment une restriction réglementaire, donc qui s'appelle la Travel Rule, au cas où vous voulez checker sur Internet. Et donc, on est obligé par le régulateur d'avoir une certaine traçabilité. Donc, il faut whitelister, donc faire un Satoshi test dans ce cas. On va essayer d'améliorer ça côté produit pour que vous ayez pas besoin de faire une microtransaction, d'une signature. Mais on travaille actuellement sur ça. Exactement. Donc là, on va prendre une dernière question. Merci encore une fois, Carlos, pour ces précisions. Donc là, alors, je vois qu'il y a pas mal de questions. J'avais vu des questions sur les ETF. Donc, oui, ils voilà, sont responsables et je pense que c'est quelque chose qu'on peut accepter. Ils sont responsables des dernières montées, surtout de casser la limite de 40 000 $ plus ou moins qui s'était établie, un peu comme prix de consensus. Après que ça soit la limite après le halving, on saura qu'après le halving, et notamment après 3 à 6 mois. Oui. Okay. Et les derniers effondrements, j'ai aussi lu, je pense, sont dus généralement, tout le monde en parle, c'est généralement dû au conflit iranien-israélien d'une partie. Donc là, je dirais des 65 à 66 000 $. Et après, on a une deuxième descente qui s'explique plutôt pour les liquidations. Oui. Donc ça, c'est quelque chose dont les cryptos sont assez sensibles, mais les assets, les sécurités sont aussi sensibles à cela. Et on était dans une période de bull run, donc le taux de leverage, comment on dit en français? Les leviers. Les taux de levier étaient un peu plus élevés que la moyenne, donc, et notamment dans une direction haussière. Et dès qu'il y a eu la correction à cause de la guerre, on a eu énormément de liquidations dans les 67 à 61 000 $, puis on est revenu plus ou moins au prix de consensus actuel, 66, 68. C'est un peu le prix. Et j'avais vu une dernière question par rapport au mécanisme. Donc, non, pas toutes les cryptos ont des mécanismes de la nature du halving. Le halving est quelque chose d'assez exclusif aux cryptos qu'on appelle proof of work. Donc, des cryptos qui fonctionnent avec une unité de mesure donc liée au hash rate qui est sourcée. Donc, pour des proof of stake, donc des cryptos qui sont stakables,
on va pas avoir ces mécaniques normalement. Mhm. On va avoir d'autres types de mécaniques, d'autres types de récompenses et un fonctionnement complètement différent. Mhm. Très bien. C'est parfait. Merci encore une fois, Carlos, pour Voilà. ces précisions. Donc, on arrive au bout de la présentation. Je rebondis sur ce qu'il a dit, hein. J'ai eu pas mal de questions sur nos prévisions, nos projections ou nos analyses pour la suite. Là, voilà, Carlos a donné un petit peu de manière générale le cadre, hein. On a vu aussi par rapport à ce qui s'est passé dans les précédents halvings qu'effectivement, on a dans les 4 à 6 mois plus ou moins une forte hausse, hein. On voit que tout de suite après le halving, on n'a pas le Bitcoin qui, dans le jour du halving ou les quelques jours qui suivent, on n'a pas une énorme montée, mais ça se passe plus sur un plus long terme de quelques mois quand même. Donc c'est ce qui s'est passé les dernières fois. Évidemment, on n'a pas la boule de cristal de notre côté, hein. On aimerait bien évidemment, mais on n'a pas la boule de cristal. On sait pas si ça va être la même chose cette année. Déjà, la situation est un petit peu différente, comme on l'a dit, où on a déjà atteint le plus haut, le all-time high récemment. Donc voilà, il faudra voir ce qui se passe après le halving. Je ne sais pas si on a donné la date de halving, Carlos, C'est deux, trois si on jours, l'a hein. dit, mais ça sera autour du 19, hein. Comme Oui. l'a dit Carlos aussi, c'est pas précis parce que les durées pour les validations des blocs peuvent dépendre un petit peu. Donc voilà. Mm. En tout cas, je vous remercie à tous d'avoir participé à ce webinaire. Merci beaucoup, Carlos, pour toutes tes Merci à toi. précisions, hein. Je pense qu'on a de la chance aujourd'hui d'avoir un spécialiste en la matière. Donc, merci d'avoir posé le cadre et expliqué un petit peu ce, entre guillemets, nouveau domaine. Alors, c'est nouveau dans un sens, hein, parce que ça fait maintenant quelques années que les crypto-monnaies sont en place. Mais c'est vrai que c'est un domaine très vaste où il y a énormément de cadres théoriques aussi là-dessus. Donc, je pense que c'était très intéressant d'expliquer un petit peu ce que c'est que le halving. Voilà, donc je vous remercie encore une fois à tous et puis je vous dis à très bientôt pour de nouveaux webinaires. N'hésitez pas si vous avez des questions à nous contacter soit par le biais de notre Customer Care, soit par le biais de notre formulaire de contact. Vous avez aussi la possibilité de nous envoyer un email à l'adresse mail de laquelle vous avez reçu la confirmation de participation à ce webinaire et puis on tâchera d'y répondre le plus vite possible. Voilà, encore merci à tous et puis je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Au revoir. Voilà.